Alors je me présente, je suis Jacques Hébert, je suis le fils du fils de Georges Hébert. La famille Hébert a connu donc 3 générations, la génération de mon grand-père, la génération de mon père et notre génération à nous. Pour faire court, la génération de mon père a correspondu à ce qu'on appelle l'hibernation, c'est-à-dire qu'on ne parlait plus de Hébert, c'était fini, c'était rentré dans les livres d'histoire. Et nous assistons à un grand retour des méthodes d'entraînement naturel dont mon grand-père est quand même l'un des plus grands théoriciens. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier très chaleureusement Jean-Jacques Grimm de m'avoir invité. Vous assistez à la première conférence donnée en STAPS depuis 70 ans par un membre de la famille Hébert. Quand je vous parlais d'hibernation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant, nous avions totalement disparu des écrans radars. Depuis Jean-Jacques, le premier contact de Jean-Jacques, nous avons eu d'autres contacts. Amiens nous réclame, le STAPS d'Amiens, le STAPS de Marseille, le STAPS de Besançon, éventuellement envisage de travailler avec nous. Quand je vous disais que ça revient à la mode. Alors, commençons par le début. La vie du grand-père et de ma grand-mère. Mon grand-père est né en 1875, il meurt en 1957. Il est marin. En 1893 à 1903, il a 10 ans pendant lesquels il parcourt le monde. À l'époque, on est dans une... C'était il y a 2 siècles. Hein. La France a des colonies. Donc, il parcourt le monde. Les colonies africaines, les colonies en Asie du Sud-Est. Il observe la valeur physique importante qui le frappe beaucoup des personnes qui vivent à l'état de nature ou de semi-nature. On dirait aujourd'hui des sauvages, mais le mot n'est plus très acceptable socialement. Voilà, des gens qui vivaient dans la nature. Et il constate qu'ils sont extrêmement forts. Il le compare à la faiblesse des officiers et de marine français qui sont formés avec des méthodes qu'on dirait suédoises ou crossfit aujourd'hui. Voilà. Donc méthode essentiellement axé sur le muscle, le développement du muscle. Il est en particulier très surpris, et ça va beaucoup le marquer, et vous verrez que ça aura de l'importance par la suite, par la force des femmes. À cette époque-là, au début du XXe siècle, les femmes ne pratiquent pas d'activité physique. C'est quelque chose qui est... Pierre de Coubertin, par exemple, est absolument opposé à la pratique du sport féminin. Il y a un événement majeur le 7 mai 1902. Mon grand-père est à bord d'un navire, il est marin, hein, il fait escale à Saint-Pierre-de-la-Martinique. Et le 7 mai 1902, il y a l'explosion du volcan de la montagne Pelée qui vient raser la ville de Saint-Pierre. Le hasard incroyable de la vie veut que le commandant du navire dit « Bon, Hébert, allez voir ce qui se passe ». Donc mon grand-père prend un canot avec une trentaine de marins à bord et sur place, spectacle de désolation, la ville a été rasée, il y a 40 000 morts. Et jeune officier, il a une trentaine d'années, il a 27 ans exactement, il va organiser les secours, il va sauver 700 personnes en organisant des norias entre les bateaux et la côte. Il écrit dès le lendemain dans son carnet de bord personnel « Dès lors ma voie était tracée, il n'y a d'êtres forts physiquement et mentalement, il n'y a que les êtres forts physiquement et mentalement qui rendent de vrais services. » Il a constaté que des marins qui étaient forts physiquement au sens de musculairement craquaient dans des situations difficiles ou tendues, alors que des gens qui a priori n'avaient jamais fait de sport, eux, résistaient. Ils savaient se confronter aux difficultés physiques, mentales et sociales auxquelles ils étaient confrontés. Une des personnes qui a... On va parler maintenant des gens qui ont inspiré la pensée de Hébert. À ce moment-là, il s'intéresse à partir de la catastrophe de la Martinique beaucoup à lire ce qui s'est fait sur l'entraînement physique. Il va s'inspirer de 2 personnes, Monsieur Amoros, qui est un Espagnol qui est chargé de l'entraînement des troupes à l'époque de Louis-Philippe, donc on est en plein milieu du XXe siècle. Il va beaucoup s'en inspirer. Il va surtout beaucoup s'inspirer de Georges de Meugny, c'est l'inventeur de la chronophotographie. Vous savez, ces photos où on voit un petit bonhomme en blanc sur un fond noir, et on prend des successions de photos, hein, flap, 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 et on a une décomposition du mouvement. En 1904, il propose il écrit un premier livre qui s'appelle « L'éducation physique raisonnée ».
où il propose de faire un mélange entre la méthode suédoise, on dirait la musculation aujourd'hui. Il faut voir qu'à l'époque, l'armée française s'entraînait avec des haltères, donc on faisait ça au coup de sifflet, comme ça. Donc des exercices de ce type-là et des exercices naturels qu'il a pu voir lorsqu'il faisait ses voyages. L'école, la marine lui fait confiance et lui confie l'école des fusiliers marins, les commandos de marine, hein, les Marines hein, aux États-Unis, pour les entraîner avec sa méthode. Et ce sont ses premiers enseignements. Voilà, vous avez à droite des photos de quelques beaux commandos de marine de l'époque. 1907 à 1912, c'est les premiers déploiements. Alors, il a écrit un premier livre qui s'appelait L'éducation physique raisonnée. Il change de mot. Il appelle ça maintenant Guide pratique d'éducation physique. C'est encore une combinaison de gestes statiques et de gestes utilitaires et naturels. L'armée de la marine l'adopte en totalité. Par contre, l'armée de terre reste fidèle à la méthode suédoise, l'entraînement par la musculation. Également à cette période-là, hors de la marine, mon grand-père participe à des congrès internationaux et fait des démonstrations publiques. Congrès international d'éducation physique en 1910, on commence à parler de méthode Hébert à ce moment-là. Une reconnaissance politique, le président de la République félicite mon grand-père en 1910 en disant bravo pour ce que vous avez fait dans la marine. Vous verrez que dans quelques années plus tard, ça va s'étendre à l'ensemble de l'éducation nationale. 1913, 3 ans après, Congrès international d'éducation physique à Paris, c'est une occasion incroyable pour mon grand-père. Il fait des démonstrations on verra ce qu'on appelle les plateaux, hein, je vous expliquerai ce que c'est. Il fait des démonstrations de parcours. La presse est unanime sur le succès de cette opération. Il adopte à ce moment-là un nouveau nom. Et c'est la première fois qu'on va apparaître le mot naturel. Il appelle ça la méthode naturelle. Il bouleverse toutes les conceptions de l'époque. Il oublie complètement les exercices analytiques, donc de pure force musculaire, ou les exercices d'assouplissement. Vous savez, on se tord le buste 100 fois d'un côté, 100 fois de l'autre côté. Il oublie tous ces gestes-là et ne pratique plus que des mouvements naturels. Un bon exemple, c'est la quadrupédie qui avait totalement disparu des enseignements et qui va réintroduire toutes les formes de quadrupédie sur le ventre, sur le dos, latéral, 2 mains, 2 pieds, etc. 1913, Congrès international d'éducation physique à Paris, la presse est unanime. Je vous ai pris volontairement 2 extrêmes politiques. Le premier, Jaurès, donc qui est un communiste. Et puisque pour une fois nous sommes en présence d'un homme qui n'a point fondé de journal, qui ne préside ni société ni fédération, n'est intéressé à aucune entreprise sportive, qui ne compte pas sur l'argent que lui rapporteront ses poulains, qui n'a œuvré enfin que pour la santé et l'harmonie, saluons-le, amis socialistes, cet homme-là est digne d'être des nôtres et digne de notre idéal. De l'autre côté de l'échiquier politique, la méthode Hébert a emporté hier le succès qu'elle avait connu la veille. Plus elle devient familière, plus on la pénètre, plus elle séduit, elle s'impose triomphalement. C'est un triomphe, hein. Bon, faut être clair, la méthode Hébert l'emporte, et elle devient la méthode officielle de l'instruction publique, qui deviendra plus tard l'éducation nationale. Se crée en 1913 un comité de soutien à Hébert et à sa méthode, auquel participent Georges Demy, on le retrouve, Pierre de Coubertin et le comité olympique français, le sculpteur Auguste Rodin, Jean Bouin, quintuple champion du monde de course, Jean Richepin, l'explorateur, Gabriel Bonvalot, l'histoire n'a pas retenu leur nom, mais à l'époque c'était des gens très connus, hein, et le marquis de Polignac, qui dirigeait possédait les champagnes, une maison de champagne à Reims. Donc un comité, on dirait des VIP hein, de l'époque, et qui propose d'adopter la méthode Hébert pour l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de 1916, qui évidemment n'auront jamais lieu à cause de la guerre. Ça sera le collège d'athlètes de Reims qui est donné par le marquis de Polignac. Mon grand-père a enfin son école. Et il forme les athlètes pour les Jeux Olympiques de 1916. On voit les bâtiments de l'époque, le stade, Coubertin et Jean Bouin. Hébert, mon grand-père, est à gauche sur la photo. Je ne sais pas si vous... Ah, il est là. Jean Bouin est là.
Inauguration par le président Raymond Poincaré. Et c'est le président Raymond Poincaré qui dit « Je veux que cette méthode devienne la méthode officielle en France ». C'est une vitrine dont on vient de partout pour voir un petit peu cette méthode bizarre où les gens font du sport relativement dévêtu. À l'époque, ça ne se pratiquait pas beaucoup, on était entièrement couverts. Pratique pieds nus, tiens, course minimaliste, ça revient à la mode. Déjà en 1913, mon grand-père demandait est-ce qu'on court avec des chaussures minimalistes, on dirait de nos jours, ou pieds nus. 1914, pas de chance. La guerre explose, tout est arrêté. Donc mon grand-père perd cette occasion unique de développer sa méthode. Il reprend, il est officier, donc il reprend du service. Les commandos de marine qui sont entraînés par mon grand-père à Dixmude, à la bataille de Dixmude, remportent des victoires importantes, alors que ce sont des marins, et que l'armée de terre qui a été entraînée avec des méthodes traditionnelles de musculation, ça marche moins bien. Citation du général en chef, aucune troupe ne fit ce qu'ils ont fait. L'armée de terre restait fidèle à l'école dite de Joinville, c'est-à-dire la méthode suédoise. 14-18, au tout premier mois de la guerre, mon grand-père prend 2 balles. Première qui lui arrive, coup de chance sur la poitrine, il avait un petit carnet, elle est arrêtée par son carnet. Le deuxième lui traverse le bras gauche et gardera toute sa vie le bras inerte, un peu comme Jamel Debbouze, vous voyez, le bras flasque. Il aura 1 an d'hôpital, il refuse de se faire amputer, il finira par garder son bras. Mais lui qui était un athlète remarquable, c'est un vrai drame. 1916, le général Gouraud, commandant la 4e armée française, dit « Bon, ça suffit la méthode suédoise, moi je veux la méthode Hébert. Je veux que mes soldats sachent, comme Hébert leur apprend, à faire ce qu'on appelle le parcours du combattant de nos jours. C'est-à-dire marcher, courir, grimper, sauter, s'équilibrer, lever, lancer, porter, tomber dans un trou, remonter de l'autre côté, marcher à 4 pattes. Bref, apprendre les gestes dont ils auront besoin au combat, plutôt que de leur faire fabriquer du muscle. » Donc il est appelé par le général Gouraud à la 4e armée française, qui adopte sa méthode, le parcours du combattant, qui adopte l'entraînement au plateau, puis l'ensemble de l'armée française. Nous avons dans la famille des photos émouvantes des premières visites d'officiers anglais, canadiens et américains qui viennent voir ces drôles de soldats qui rampent, qui marchent, qui courent, qui sautent par-dessus des barrières. Et depuis, le parcours du combattant a été adopté par toutes les armées du monde. C'est même la 3e épreuve de tous les triathlons militaires. 1918. Le collège d'athlètes de Reims est en ruine, il a pris des bombes. La plupart de ses soutiens sont morts. Auguste Rodin est mort, Demeny, Jean Bouin. 25% des hommes jeunes, dans la tranche, vous, messieurs, ont pris une balle, elles ne sont plus là. Il faut imaginer les traumatismes. Et ceux qui sont encore là, il y en a peut-être encore 1 sur 3 qui est blessé, comme mon grand-père qui a perdu un bras, qui a perdu une jambe, qui a pris un éclat d'obus dans le visage. Donc c'est un vrai traumatisme. L'armée française, on sent des conflits de querelles de ministères, abandonne la méthode Hébert à ce moment-là et revient à la méthode suédoise. La marine restera toujours fidèle à la méthode Hébert, et encore de nos jours, j'étais à l'école navale il y a 1 mois, ils pratiquent toujours la méthode Hébert. Fin de la guerre, 1918, Hébert est membre du comité directeur des compagnons de l'Université Nouvelle. Alors ça vous dit rien, mais sachez qu'à l'époque, l'enseignement public s'arrêtait à peu près, disons, au CM2, 6e peut-être, à peu près cette tranche d'âge. Les compagnons de l'Université Nouvelle disent il faudrait que l'école soit au moins gratuite jusqu'à ce qui correspondrait à peu près de nos jours au niveau seconde. Et bien évidemment, dans ces compagnons dont il est membre directeur, évidemment, c'est la méthode Hébert qui est mise à l'honneur pour l'entraînement physique. Les pères ont veillé dans les mêmes tranchées, partout où cela était réalisable. Les fils peuvent s'asseoir sur les mêmes bancs. On voit une photo, une image un peu datée, on voit le fils, une personne de condition plus modeste,
qui est simple soldat, et l'officier avec son, plutôt bourgeois, avec son gamin. Il faut voir qu'à l'époque, les enfants abandonnaient les études très rapidement et les études étaient réservées plutôt aux bourgeois. C'est une tendance qu'on retrouvera beaucoup chez mon grand-père au progressisme. 1919. Après les militaires, donc les hommes, les femmes et les enfants. Fin de la guerre, il est rejoint par 3 jeunes femmes qui disent au collège d'athlètes, on a vu ce que vous faisiez, pourquoi on ne ferait pas ça pour les femmes et les enfants? Il faut imaginer qu'à cette époque-là, les femmes ne font pas de sport. Donc c'est une vraie révolution. Il ouvre un collège à Deauville. Alors on change d'époque. Hein. Autant avant la guerre, on entraînait des soldats. Là, vous voyez, c'est un jardin. Il y a des fleurs partout. De manière anecdotique, la maison ici et ici, où il y a la chambre que j'avais quand j'étais enfant. En 1919, une des 3 jeunes femmes qui lui propose de faire ça, de créer donc d'étendre cette méthode pour les femmes, il y a une certaine Yvonne Moreau qui deviendra plus tard Yvonne Hébert. Donc on la voit ici, sur des photos qui sont prises sur certains livres, ici, ici et ici. Il lui confie la direction à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, n'ont pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari, n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque. Hein, donc c'est déjà une petite révolution à l'époque. En 1922, il crée une revue qui s'appelle la Revue de l'éducation physique. Il va faire ce qu'il aurait fait aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il aurait utilisé Internet. À l'époque, il crée une revue, tout simplement. Et c'est un canal de diffusion de sa méthode qui va permettre d'irriguer de diffuser sa pensée auprès de tous ceux qui pensent dans la même direction que lui. C'est une mine d'or d'informations pour des gens comme nous parce qu'on voit l'évolution de sa pensée. 1929, Yvonne, qui maintenant est devenue Yvonne Hébert, propose de créer la première école nautique féminine. Ah, ils font les choses en grand, hein. Ils ne prennent pas des petits dériveurs, ils prennent un 3-mâts. Hein, vous avez ici. Pour prouver, et là il avait le sens ma grand-mère avait le sens du marketing, parce qu'évidemment, des femmes qui conduisent un bateau de cette taille-là en pleine mer, ça s'était jamais vu, donc évidemment tout le monde rapplique. Les femmes sont capables de faire de l'activité physique. À cette époque-là, 1929, on y reviendra, ils se sont fâchés avec Pierre de Coubertin qui lui refuse l'activité physique pour les femmes. Entre les 2 guerres, il y a l'adoption de la méthode par des industriels. On dirait aujourd'hui les comités CSE, les comités sociaux, le comité des entreprises, mais à l'époque ce sont les patrons qui l'organisent, ça n'existe pas encore. Michelin, les chemins de fer, EDF organisent des centres de pratique de la méthode Hébert. Elle est adoptée par l'éducation nationale, ce que je vous disais, Poincaré avait dit ça devient la méthode officielle, elle est adoptée par les scouts qui continuent à la pratiquer aujourd'hui, qui l'appellent toujours le parcours Hébert, par les pompiers de Paris et de Marseille, par les militaires qui continuent à l'appliquer également. Elle est adoptée par des centres qu'on appellera centre Hébert. Il y en aura jusqu'à 250 en France. Mais on a trouvé des centres Hébert également en fouillant. On en a trouvé en Allemagne, en Autriche, en Australie, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Jordanie, au Liban, en Norvège, aux Philippines et même en Union soviétique. On a quelques livres traduits en russe. « 1936. Mon grand-père décide de tout réécrire. Parce que ça faisait, le dernier livre datait de 1913, c'était quand même il y a 20 ans. Il reprend tout à zéro. Alors, c'est pas tout à fait que Georges, parce que Georges ne peut plus écrire. Il écrit à la main, et c'est ma grand-mère qui relit. Et j'ai connu très bien ma grand-mère, elle ne se laissait pas faire, et on sent très nettement, pour des spécialistes comme ce que je prétends être, l'influence de ma grand-mère. On voit apparaître des dimensions
plus féminines, comme laisser la joie s'exprimer, le travail collectif, le jeu, le chant, la danse, qui sont pas des notions très militaires, hein. Il y a une refonte complète de l'enseignement et de la manière de le présenter à cette époque-là. C'est aujourd'hui, on y reviendra, le livre qui nous sert de référence. Deuxième Guerre mondiale. La Palestra, quand on dit la Palestra, il y avait plusieurs centres d'entraînement. Il y en avait à Noirmoutier, il y en avait à Deauville, il y en avait dans le sud en France, et il y en avait également à Paris. La Palestra est détruite, la maison que je vous ai montrée tout à l'heure a été bombardée. Et l'armée, pour l'anecdote, l'armée allemande s'est entraînée avec la méthode naturelle. Mon père m'a raconté qu'il est allé une fois à Paris, dans les bois à côté de Paris, bois de Boulogne, et que les Allemands pratiquaient le plateau Hébert. Donc elle avait été adoptée par toutes les armées du monde. Seconde Guerre mondiale. La méthode Hébert devient la méthode nationale, sans mon grand-père, qui refuse de collaborer avec le régime de Vichy. Borotra, qui est un hébertiste convaincu, hein, sincère, fait des choix politiques différents. Il était président du groupement hébertiste, il rentre au gouvernement de Vichy. Hébert refusera toujours de rencontrer Borotra. Borotra, c'est le champion de tennis, hein, les 4 mousquetaires. Ce qui vaudra à mon grand-père plusieurs perquisitions de son domicile. Il a caché des officiers, par exemple, opposés à Hitler. Mais il avait manifestement des relais dans la résistance parce qu'ils ne réussiront jamais à trouver quoi que ce soit. Entre les deux guerres et jusque dans les années 50, mon grand-père va écrire les ouvrages techniques. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le tome 1. Derrière, il y en a plein d'autres. Dans le tome 1, c'est un recueil des principes philosophiques de l'entraînement. Qu'est-ce que c'est qu'un entraînement? Qu'est-ce que c'est que la force? Qu'est-ce que c'est que naturel? Quelles sont les 10 familles? Comment est-ce qu'on entraîne les enfants? Comment est-ce qu'on mesure la force? Un livre de 450 pages sans aucune description de mouvement. Derrière, il a un certain nombre d'ouvrages techniques dans lesquels il prend les 10 familles d'Hébert. On viendra, je vous expliquerai ce que sont les 10 familles de l'entraînement naturel. Il va décrire des gestes, plus de 6000 gestes décrits. Même moi, je ne les ai jamais tous pratiqués. Voilà, donc il détaille tous les gestes possibles. Et l'entraînement naturel, c'est aller chercher tous les gestes possibles. Exemple, l'athlétisme n'a retenu que 3 types de sauts. Saut en hauteur, saut en longueur et triple saut. Nous, on connaît le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut. Mais on connaît le saut avec élan, sans élan, sur un pied, sur 2 pieds, en avant, en arrière, en diagonale, sur le côté, avec une chute, en contre-haut, en contre-bas, avec sursaut, sans sursaut, etc., etc. On en connaît plus de 300. Donc l'idée, c'est de préparer le corps à toutes les éventualités et toutes les difficultés que la nature peut lui proposer. Hein, donc toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, on doit pouvoir faire face. Alors, de manière anecdotique, nous avons encore les planches que vous voyez ici, qui sont faites à l'encre de Chine. C'est un travail, tout ça, ça a été fait à l'ancienne, hein, à l'encre de Chine en noir. 1955, c'est le cinquantenaire de la méthode. Démonstration et hommage à Paris, aux arènes de Lutèce. Mon grand-père est à ce moment-là très malade, il vient d'être frappé d'un AVC, il ne se rendra pas sur place, mais on lui remet les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Donc en résumé, il est marin, 1902, éruption de la catastrophe, enfin de la montagne Pelée, catastrophe de la Martinique, entraînement des troupes à Lorient. Ça commence, l'influence, le soleil se lève en 1913 avec l'adoption de la méthode dans l'instruction publique et le collège athlète. Rupture de la guerre 14-18, le parcours du combattant, hein, l'installation et la diffusion du parcours du combattant. Entre les deux guerres, la Palestra, l'Alcyon, les 250 centres. 1939 et 1945, de nouveau la rupture
avec la Deuxième Guerre mondiale, les ouvrages et le cinquantenaire en 1955. Alors je vous ai beaucoup parlé, on parle tout le temps de Georges Hébert. Moi je tiens à, enfin la famille tient à citer à chaque fois que c'est possible Yvonne. Parce que c'est Yvonne qui écrit les livres, c'est pas lui. Lui il l'écrit à 4 mains, enfin à 3 puisque lui il n'en a plus qu'une. Elle a 18 ans en 1912, elle est élève au collège de la Tête de Reims, elle a 18 ans, donc toute jeune. À 19 ans en 1913, elle est monitrice en chef, donc c'est elle qui dirige la section femmes et enfants au collège de la Tête de Reims. 1914, elle a 20 ans, la guerre éclate. Sa sœur est écrasée par un train. Elle s'est suicidée parce que son petit ami s'est pris une balle. Donc il faut imaginer le trauma. Sa sœur, son unique sœur, elle la perd. 1918, 24 ans, c'est la fin de la guerre. Il faut quand même se rendre compte. Tous les gens qu'elle connaissait, enfin beaucoup de gens qu'elle connaissait sont morts, blessés. Enfin, on a du mal à imaginer le traumatisme que ça a pu être. Elle a perdu sa sœur. Hébert, il lui manque un bras. Jean Bouin est mort. Rodin est mort. Demeunier est mort. Pas mal de ses amis sont blessés ou handicapés à vie. À 25 ans, donc, elle contacte Hébert avec 2 amis, que j'ai très bien connus aussi. Elle lui propose donc la création du camp d'été à Deauville, la direction du premier camp à Deauville en 1919. C'est très simple, c'est une tente militaire avec 20 personnes dedans. Au début, c'était quasiment rien, mais ça prendra de l'importance. Ils écrivent en 1919 un livre qui s'appelle « Muscles et beauté plastique féminine ». Alors le titre paraît un petit peu désuet, mais il faut imaginer que personne n'avait imaginé, enfin, il faut penser que personne n'avait imaginé à cette époque à faire du sport aux femmes. Et donc Yvonne et Georges expliquent que si on veut obtenir la pleine santé chez les femmes, il faut qu'elles aient une activité sportive. Ils l'épousent en 1923, ils auront 2 enfants. Voilà. Le petit garçon, c'est mon papa. 1925, elle assiste Hébert, qui a perdu donc un bras à la guerre, dans l'écriture du livre qui s'appelle « Le sport contre l'éducation physique ». Alors le sport contre l'éducation physique, c'est le moment où il se sépare de Coubertin. Coubertin fait des choix philosophiques différents de mes grands-parents. Il refuse donc le sport féminin, ça vous le savez. Par ailleurs, il est quand même assez ouvertement raciste. Aux Jeux Olympiques de Minneapolis en 1902, si je ne me trompe pas, il y a même des épreuves destinées à prouver la supériorité de la race blanche. D'accord ? On a un petit peu oublié, on a un peu idéalisé le personnage de Coubertin, mais bon, on a oublié ces épisodes-là. On a oublié aussi qu'il sera tout à fait à l'aise avec le Troisième Reich. Bon. Donc des choix très différents du côté de mes grands-parents, voilà, qui n'ont pas tout à fait les mêmes options philosophiques. 1936, sortie du tome 1, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est donc elle qui en fait réécrit ce livre avec Hébert. L'Alcyon, donc le bateau dont je vous ai parlé. Voilà, donc on voit ma grand-mère et le petit bonhomme en train de pleurer, et ben c'est mon père. De 1936 à 1939, elle assiste Hébert dans l'écriture de ses livres. Elle écrit de nombreux articles dans la revue de l'éducation physique, qui est la revue officielle de Hébert dont je vous ai parlé tout à l'heure. 39 et 45, elle a 45 à 51 ans. Deuxième guerre mondiale, c'est l'exode, le retour à Paris, les quelques soucis avec le régime de Vichy, les descentes de la police, etc. De 45 à 57, elle assiste mon grand-père jusqu'à sa mort et elle meurt à notre domicile familial en 1975. Son influence est évidente. Elle dirige la Palestra dès le début. Il y a une différence très nette, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre la Palestra, enfin le collège d'athlètes, qui est un camp militaire, et la Palestra, qui est plutôt un jardin fleuri dans lequel on peut s'entraîner, mais c'est un jardin. Petite touche féminine.
Le livre de 1925, Le sport contre l'éducation physique, est le seul livre sociétal qu'écrit Hébert. C'est une charge contre Coubertin. Le tome 1 et la Palestra modifient complètement la méthode. Il apparaissent des notions donc plus féministes, que je vous ai dit tout à l'heure, laisser la joie s'exprimer, le chant, la danse, la musique, l'entraînement des femmes et des filles. Et pour l'anecdote, à Deauville, la nourriture est faiblement transformée et exclut tout produit industriel. Amusant, hein, il y a un siècle. Entre les deux guerres, Yvonne est dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de vote, 1944, premier droit de vote pour les femmes, pas de compte en banque, 1965, pas le droit de travailler sans le consentement du mari, 1965. Coco Chanel est la première femme à porter un pantalon en 1930. Hein, l'écosystème n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Ma grand-mère manifeste un progressisme, attention, de son époque. Hein, c'est pas une fémène, hein, attention. Elle lutte contre le port du corset et pour le sport féminin. À l'époque, les femmes portent le corset qui les empêche de bouger, hein, qui leur maintient le corps droit et qui avachit les muscles. Alors pour elle, la femme reste une épouse. Les rôles sont très sexués. Hein. Il y a l'homme qui ramène l'argent et la femme qui est à la maison. Mais elle doit pouvoir être indépendante. On est après la guerre, il n'y a plus d'hommes, ou il en manque beaucoup. Hein. Donc il faut qu'elle puisse travailler éventuellement et ramener l'argent à la maison si elle est toute seule. Ce qu'elles ont fait pendant la Première Guerre mondiale. Elles étaient dans les usines et elles travaillaient dans les usines. Sa témoin de mariage est une suffragette, l'avocate Suzanne Grimberg, qui sera la 9e avocate française et qui est une militante féministe qui militera pour que les femmes aient le droit de vote, ce qu'elles finiront par obtenir en 1944. Et c'est également elle qui va organiser la première école nautique féminine. Alors, nous avons vu très rapidement la vie de Yvonne et Georges. Passons maintenant sur les sources. Qu'est-ce que j'appelle les sources? J'ai dit que la pensée de Georges et puis de mes grands-parents a beaucoup évolué au cours d'un demi-siècle. De quoi parle-t-on? L'œuvre de Hébert, c'est un demi-siècle d'écriture, 14 500 pages écrites, une vingtaine de livres, des dizaines de rééditions traduites dans 14 langues. Pour l'anecdote, la famille Hébert est propriétaire de l'ensemble des droits. Nous avons fait le don de l'ensemble de nos droits à une fondation, Georges Hébert Foundation. Nous sommes inscrits dans la tradition familiale. Nous ne souhaitons pas faire d'argent avec ces idées et ce droit d'auteur. Comme mon grand-père, comme mon père, et la génération d'après également. Je suis ici bénévole. La pensée de Hébert a donc évolué au cours de sa vie. 1904, il présente encore des muscles, Hébert a 29 ans, hein, il présente encore du travail musculaire pur, hein, voilà, on dirait du gainage. Le nom a évolué également, 1903 il appelle ça guide pratique d'éducation physique, 1904 l'éducation physique raisonnée, 1908 la leçon type d'entraînement complet et utilitaire, tiens on voit apparaître le mot utilitaire et complet, 1911 l'entraînement complet par la méthode naturelle, apparition du mot méthode, et 1913, il appelle simplement ça la méthode naturelle. 1936, refonte complète des livres, ce qu'on appelle le tome 1, écrit avec Yvonne. 2021, nous changeons de nom, parce que les noms de méthode Hébert, de méthode naturelle, d'hébértisme sont utilisés par beaucoup de gens, parfois de manière un petit peu dévoyé par rapport à ce qu'avait voulu notre grand-père. Donc on a choisi d'utiliser un mot dont nous étions sûrs qu'il était libre. Nous aurons tout à l'heure un chapitre dédié à ça. Ses inspirations ont évolué. Amoros, tout début, Demeny, qui est 25 ans plus âgé que lui, hein, donc c'est l'inventeur de la chronophotographie, et Coubertin, qui est de 12 ans son aîné. Mon grand-père reprendra un certain nombre de bonnes idées de Demeny, les familles d'exercice. Demeny n'en avait que 8, mon grand-père en mettra 10. Coubertin avait inventé ce qu'il appelait le parcours du débrouillard au début du XXe siècle. Il avait souhaité que toutes les épreuves sportives soient utilitaires. Le saut à l'époque, il y avait du saut en hauteur sans élan, il y avait du saut sur bac à sable, hein, il fallait qu'on retombe debout, qu'on puisse continuer à courir derrière. Donc il était sur des idées, ou plutôt mon grand-père était très proche des idées de Coubertin. Hein.
Coubertin abandonnera ensuite ses idées pour le seule recherche de la performance. Voilà, donc 1900 Hébert, Georges écrit seul. À partir de 1919, Georges écrit, mais Yvonne relit et tape à la machine. Notre livre de référence, c'est ce qu'on appelle le tome 1, écrit en 1936, alors qu'Hébert a 60 ans. Ce livre évoluera peu par la suite. Il reprendra, ça ne bougera plus ensuite. Bon, il a déjà 60 ans, donc la méthode est déjà bien mûrie. Le tome 1, c'est 600 pages sur l'éducation physique sans aucune description de mouvement. C'est vraiment un livre philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'entraînement? Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la force? Et d'ailleurs, on le retrouve dans les titres des chapitres. La genèse de la méthode, la liaison intime et indispensable du physique et du moral. Autre titre de chapitre, la notion de travail naturel. La notion de développement physique complet. La séance de travail naturel ou leçon synthétique, la conduite du travail, la façon et la leçon à caractère foncier, le rôle initiatif du maître, la respiration, la souplesse, l'éducation au danger, la correction des points faibles, la leçon sur espace restreint, la leçon sur parcours varié, etc. Pas un seul geste. C'est vraiment l'art de conduire l'entraînement complet. Donc notre livre de référence, c'est celui-là, c'est celui auquel nous faisons référence, parce que la pensée de mon grand-père a peu évolué par la suite. Pour être plus précis, nous retenons l'édition de 1936, car mon père a publié en 1974 une réédition avec des ajouts de textes écrits par lui, mais quand il signe avec son nom, il ne se substitue pas à son propre père, et des ajouts de textes venus d'autres livres de Georges Hébert. En 2017, mon père meurt. Pour nous, l'hébertisme, c'est rentré dans les livres d'histoire. En gros, ça n'existe plus. Les STAPS l'enseignent en histoire du sport. Nous récupérons près de 4000 à 5000 livres. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mon père, va essayer de donner des conférences en STAPS. Il s'est toujours pris une porte dans le nez. C'était passé de mode. Quand j'avais votre âge, la mode c'était le plastique. Chez McDo, on mangeait avec des gobelets en polystyrène jetables. Des bics jetables, des stylos jetables, tout était jetable. La nature n'était pas à la mode. Ça a changé. Je trouve que c'est plutôt bien, mais voilà. Quand nous reprenons les livres, avec l'un de mes frères, on publie un site internet en disant on a des livres à lire, si ça intéresse des historiens, on peut les vendre. Et on commet l'erreur de mettre notre numéro de téléphone personnel. Et là, ça sonne de partout. De France, mais d'Italie, d'Espagne, de Portugal, de Grèce, du Liban, d'Égypte, d'Irlande, des Russes, New York, Los Angeles, San Francisco, San Diego. Des Australiens sont venus nous voir, Colombie, Brésil. Waouh! Qu'est-ce qu'on fait? Nous décidons de disparaître des écrans radars, parce qu'on était submergés par les demandes. C'était tous les soirs, on avait un appel. Nous créons la Georges Hébert Foundation. Nous léguons l'ensemble de ce que nous possédons à cette fondation sans but lucratif. Nous créons la Fédération d'entraînement naturel, destinée à recevoir toutes ces demandes. Mise en ligne du savoir de Hébert, conférences, formation de moniteurs. Alors, tout de suite une petite parenthèse sur Hébert et le sport. L'entraînement naturel, c'est un entraînement fondamental. On parle en STAPS de PPG, préparation physique générale. D'ailleurs, Coubertin s'y est pas trompé. Quand il demande à Hébert de former les athlètes français pour les Jeux Olympiques de 1916, c'est bien pour leur donner une PPG, une préparation physique générale, quitte ensuite à se spécialiser. On trouve des vidéos amusantes sur Internet de Pierre de Coubertin, donc 5 fois champion du monde de course à pied, faisant du rampé, du levé, du saut en hauteur, avec élan, sans élan, etc., etc. Donc préparation physique globale, et ensuite vous vous spécialisez. C'était bien dans les idées de Coubertin au départ. Coubertin aurait souhaité qu'il y ait des épreuves du débrouillard aux Jeux Olympiques. Il ne réussira jamais à l'imposer.
petite question. Qui peut avoir écrit ce texte? S'il y a un péril à redouter, il est d'une autre nature. Nous l'avons déjà rencontré sur la route. C'est le goût des applaudissements. Il est dévoyeur et corrupteur au premier chef. C'est assez que le champion s'y soit exposé, que le concurrent ordinaire, le scolaire surtout, en reste préservé. Plus on arrivera à diminuer autour du sportif les contacts malsains de la publicité et à réduire aux circonstances solennelles le crépitement dangereux des acclamations, plus la renaissance sportive actuelle aura une chance de durer. C'est écrit avec des mots de l'époque. Et ben, ces mots sont de Pierre de Coubertin. Quand vous voyez ce que sont devenus les Jeux Olympiques aujourd'hui, par rapport à ce que pensait Pierre de Coubertin, on en est vraiment loin. 1921, Hébert et Coubertin sont encore d'accord. Qui a écrit ce texte? Or, par les dangers qu'il présente au point de vue moral et physique, le sport actuel tendant vers une forme déviée ou dévoyée est devenu un mal social qu'il faut combattre pour en préserver la jeunesse. Hébert en 1925, le sport contre l'éducation physique. C'est le moment où Coubertin et Hébert se séparent, Coubertin choisissant la spécialisation, acceptant que éventuellement des athlètes relativement jeunes, très jeunes, s'entraînent dès le début et se spécialisent dès le début. Il écrit également « 12 ans ont passé, mais nos idées restent les mêmes qu'en 1912. Il faut, disions-nous, commencer par le commencement, c'est-à-dire éduquer physiquement toute la masse de la jeunesse, faible comme fort, d'une manière complète et utile, et non pas se borner à entraîner au sport exclusif une minorité. » Alors, je vais faire une petite parenthèse, puisque nous sommes en management du sport, sur... lorsque nous avons récupéré, je vous parlais de la mort de mon père, lorsque nous avons récupéré tout ça, l'hébertisme portait tout un tas de noms très divers. Il a fallu unifier tout ça, comme nous disait un hébertiste canal historique, écoutez, il faut que vous le fassiez parce que vous avez la légitimité pour le faire. Donc on s'y est attaché. On a donc dû choisir un logo, un nom, un logo, une charte graphique, pour toujours parler de la même manière, le même langage et de la même manière. On vit dans un monde d'images et plus dans un monde de textes. Le XXe siècle était une époque des livres, de la presse, du temps long. Hébert a écrit pendant 50 ans. Son premier livre fait 450 pages. C'est clair, vous ne le lirez jamais. Hein. Le XXIe siècle, c'est une époque de l'image, du temps court. Si mon grand-père a vécu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ce qu'on a fait. Il aurait créé un nom, un logo, il n'en avait pas besoin. Une charte graphique, on n'en parlait pas, l'image n'existait pas. Et tout ça dans un système cohérent. Le nom. La méthode Hébert, l'hébertisme, la méthode naturelle, connue sous un tas de noms différents. Le parcours du combattant, chez l'armée française ou l'armée allemande. Méthode naturelle, l'armée française ou en Allemagne. Parcours Hébert, chez les scouts. Hébertisme, des centres Hébert à Nantes et à Orléans. Hébertismo, chez les scouts italiens. Gymnasia Natural, chez les Espagnols. Hébertisme, qui a été capté par Mouvenat. Hébertisme, ça veut dire acrobranche au Canada. Donc vous avez un système multiforme, de nombreuses appellations qui faisaient que c'était complètement illisible. Le mot le plus connu, hébertisme, demandait de longues explications pour être compris. Ça n'avait aucun lien, en dehors du nom du créateur, avec la pratique. Quand les gens disaient c'est quoi l'hébertisme? Ah bah alors ça commence, Hébert qui est un officier de marine, qui avait mis au point une méthode, catastrophe de la Martinique, blablabla, blablabla. Et puis de toute façon on avait perdu nos interlocuteurs au bout de 5 minutes. Donc il fallait quelque chose qui corresponde à ce que nous faisons. Avec l'aide d'un cabinet spécialisé en naming, j'ai appris ce mot à cette occasion, hein, donc c'est des gens qui choisissent des noms, nous avons cherché un nom qui soit, beaucoup de conditions, libre de droit sur Internet, pour pas que le nom soit pris, libre de droit à l'UIPO, l'Office européen des propriétés intellectuelles, qui soit facile à mémoriser et qui dise tout en 1 ou 2 mots maximum. Donc on a examiné une quarantaine de noms, les sports premiers, les Georgis, The Hébert Project, With George, Néolithics, Mouvement Hébert, Entraînement naturel. Et on a finalement retenu Entraînement naturel. Tout est dit en 2 mots.
Pour faire ça, on a fait ça sérieusement, hein, aidé par un cabinet. On a créé des groupes de travail avec des gens qui connaissaient la méthode, des gens qui ne connaissaient pas la méthode. Tiens, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et on a fini par retenir, on a sélectionné une quarantaine de noms. Enfin, le cabinet a sélectionné une quarantaine de noms. Et on a fini par en retenir un seul. Ça a été un petit peu long, c'est un processus qui a duré 4-5 mois à peu près. Hein. Quand on a eu choisi un nom, il fallait choisir un logo. Alors, je fais cette parenthèse juste parce qu'on est un management du sport, hein, parce que sinon je ne fais pas ça. Hein. Un logo qui synthétise le nom, la pratique, en un seul dessin. On a là également soumis ce nom, entraînement naturel, à des créatifs publicitaires avec un cahier des charges assez exigeant là aussi. S'il y avait un personnage, on voulait qu'il soit non sexué, sans âge, sans race, en mouvement, avec un aspect dynamique, évoquant le milieu naturel, même pour un non-initié, avec des couleurs évoquant la nature. Alors c'était assez serré comme cahier des charges, mais vous allez voir, ça a donné ça. On a examiné un certain nombre de logos possibles qui répondaient à peu près tous au cahier des charges. Et après des heures de groupe test, de discussion sur la couleur, les tailles de la jambe, du bras, du buste, du tronc d'arbre, l'inclinaison du personnage, l'inclinaison de l'écriture, le tampon supérieur, on a fini par choisir ça. Le petit bonhomme, en train de courir, entraînement naturel, et le tampon qui marque la légitimité de la George Herbert Foundation. C'était pas tout, on avait un nom, on avait un logo. Il nous fallait maintenant une charte graphique, c'est-à-dire avoir une cohérence d'ensemble. Comme on vit dans un monde d'images, il faut que quand vous lisez un document, vous reconnaissiez tout de suite sa source. Je vois le logo Coca-Cola, je sais tout de suite que c'est Coca-Cola. Je vois le logo du Bibendum de Michelin, je sais tout de suite que c'est un pneu. Il fallait que ça provoque le même déclic. Et il fallait donc décliner la charte graphique sur les 10 familles Hébert, puis surtout les t-shirts. Alors les 10 familles Hébert, on y reviendra en deuxième partie. C'est ce que vous avez ici. Puis surtout les supports, que ce soit les t-shirts, les cartes de visite, j'en ai donné une tout à l'heure à Armel, là. Des banderoles qu'on met en forêt, des bandeaux numérotés. Voilà, donc en résumé, dans un monde de réseaux sociaux où tout est devenu très visuel et très rapide, on a peu de temps, il faut être présent, reconnu dans les premières secondes, donc il faut être constant et cohérent dans nos visuels. Pas question d'avoir deux logos, non, on en a, c'est toujours un seul, c'est toujours le même. Constant et cohérent dans tous nos messages. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie. J'espère que j'ai tenu le temps qui m'était imparti, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui concerne essentiellement la vie de mon grand-père, la charte graphique Rien, oui. Vous êtes au courant de l'histoire de l'étudiant qui est parti aux États-Unis il a fait ses études en stats, pareil, et il est parti faire des stages de méthode naturelle et en gros il vit un peu sur le dos de ce qu'a fait votre grand-père. Je sais pas si vous pouvez... Oui, vous voulez son numéro de téléphone? On le connaît très bien, on en parle, c'est Erwan Lecor. Alors effectivement, je peux en parler tout à l'heure si vous connaissez, effectivement, oui. Il y a de grosses différences. Nous avons des rapports... bon, c'est la deuxième partie, je ne vais pas entamer, mais on va en parler éventuellement, oui, bien sûr. D'autres questions sur la vie de Yvonne Oui. Le point de rupture entre 21 et 25, avec Pierre de Coubertin, et ce changement de point de vue sur ce qui est le sport, ce qui gênait George Herbert, c'est essentiellement l'aspect compétitif, ou c'est beaucoup plus l'aspect médiatique lié à la compétition? Alors, le livre s'appelle « Le sport contre l'éducation physique ». Les mots ont changé. Oui, pardon.
la rupture progressive entre Coubertin et Hébert. Hébert a écrit en 1925 un livre qui s'appelle « Le sport contre l'éducation physique ». Les mots ont changé. C'est pas le sport qu'il critique, c'est la compétition. Et donc quand il dit le sport contre l'éducation physique, aujourd'hui, si on devait le réécrire, on dirait la compétition contre le sport. C'est à l'opposition entre l'hyperspécialisation, ce contre quoi mon grand-père n'est pas d'accord, mais par contre la pratique physique, non, là, allez-y, faites du sport, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on dit faire du sport, il y a un certain mélange entre éducation physique et sport. Voilà, donc les mots ont changé. Le problème nous devons savoir relire Hébert, le traduire sans le trahir. Les mots ont changé. Donc aujourd'hui, il n'écrira probablement pas avec les mêmes mots. Mais effectivement, il s'est opposé à l'hyperspécialisation, à la médiatisation. Je n'ai pas cité tout le livre, Le sport contre l'éducation physique, mais il parle d'argent. Il dit attention, l'argent va se mettre là-dedans, ça va partir dans tous les sens. Et c'est effectivement ce qu'on constate. Enfin, Donc c'est plus effectivement ce qui découle de la compétition par la médiatisation et le rapport à l'argent. C'est donc c'est ce. Alors, il y a effectivement l'argent. Hébert parle non pas dans son livre, il parle pas du sport, mais il parle du sport dévoyé. Hébert ne s'oppose pas à la pratique sportive. Sinon, il aurait refusé de faire le collège athlète de Reims. Non, mais donc la distinction, effectivement, le fait de rappeler que s'il devait le réécrire donc 100 ans plus tard, il mettrait pas le sport contre l'éducation physique, il mettrait la compétition sportive et médiatique versus le sport. Exactement. Ouais. Oui. Et il est pas contre ça, mais il dit simplement attention. On prend des sujets trop jeunes. C'est ce que disait Coubertin lui-même, en 1921. Attention aux enfants. On prend des gens de plus en plus jeunes, on fait faire des performances pas possibles. Et bon, ça a forcément des conséquences. Bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Est-ce qu'au début, votre grand-père, vu qu'il était entre guillemets lié à Coubertin, qui lui n'était pas pour le sport des filles, est-ce qu'on va dire que quand il a ramené cette méthode, il avait pensé à l'éducation des filles sur ce plan-là et du coup, est-ce que dans sa vision, il fallait éduquer tous les enfants, vu qu'il avait vu que les femmes étaient plus fortes dans les endroits qu'il avait visités? Est-ce que, si vous savez, si dans sa pensée, il avait pensé à faire entrer sa fameuse méthode dans l'éducation nationale, en EPS, etc. Et si justement les filles avaient fait penser à Alors, j'ai fait un peu un raccourci, mais au départ, avant de s'occuper des commandos de marine, les gars un peu costauds, on lui confiera d'abord les mousses, c'est-à-dire les petits garçons, les enfants des marins. Il a commencé comme ça. Bon, j'ai fait l'impasse là pour faire un peu court, mais il a commencé par l'éducation des petits garçons, l'école des mousses, puis des commandos de marine. Donc dès le début, il se préoccupe de l'éducation des enfants, mais ça prend pas. Dans le premier livre qui s'appelle La méthode naturelle, sur la photo de couverture, il y a 2 enfants en train de jouer. Donc il y pense déjà. Mais il faut imaginer, en 1913, donc Collège athlète de Reims, il y a une section femmes et enfants, mais embryonnaire. Et d'ailleurs, la responsable est Yvonne, qui deviendra Yvonne Hébert. Donc il y pense déjà. Mais bon, la guerre a tout cassé, quoi. Il s'était déjà dans ses idées, mais bon, ça s'est arrêté avec la guerre. Mais ça restera une constante chez lui. Il y a même dans le tome 1 un chapitre qui s'appelle l'éducation physique des jeunes filles. Alors, c'est dit avec des mots désuets de nos jours, mais voilà, c'est une préoccupation chez lui, oui, effectivement, dès le début. Un quart d'heure de pause. D'autres questions? Étant donné que nous ne sommes qu'à la mi-temps, je vous propose de prendre un petit peu de temps pour souffler et revenir pour les parties les plus actuelles et les plus concrètes de la méthode.